arrête d'essayer d'être romantique. C'est gênant. Ce sont les mots exacts que mon mari m'a dit lors de notre 5e anniversaire de mariage, juste après que je lui ai remis l'album photo relié en cuir que j'avais passé 3 mois à créer. Je me tenais là, dans notre cuisine à Lyon, portant la robe rouge que je savais qu'il aimait autrefois, regardant son visage se tordre dans une expression entre l'agacement et la pitié. Les bougies que j'avais allumées vacillaient sur la table de la salle à manger derrière moi. Le rôti que j'avais préparé tout l'après-midi était cuit à la perfection, et Nicolas restait là, feuilletant les pages de nos souvenirs comme s'il s'agissait de courriers indésirables. Mon nom est Julie, et j'ai 31 ans. Depuis 6 ans, je suis marié à un homme qui m'a lentement convaincu que l'aimer avec ferveur était un défaut de caractère. Je travaille comme comptable senior dans une entreprise industrielle du centre-ville, le genre d'emploi qui exige de la précision et un détachement émotionnel. Mais à la maison, j'avais toujours été l'opposé. C'était moi qui me souvenais des anniversaires, qui planifiait des week-ends surprises, qui laissait des petits mots dans son sac de travail et qui lui envoyait des SMS de bonjour même quand nous avions dormi dans le même lit. Ce soir-là, j'ai souri à Nicolas de la manière dont je m'étais entraîné à sourire à travers ses déceptions. Je lui ai dit que je comprenais. Je me suis excusé de l'avoir mis mal à l'aise. Puis, j'ai débarrassé la table, soufflé les bougies et rangé l'album photo dans le placard où il se trouve encore aujourd'hui. Mais quelque chose en moi a basculé. Pas de manière dramatique, ni avec des larmes ou des cris. C'était plus silencieux que cela. C'était le bruit d'une porte qui se ferme quelque part au fond de ma poitrine. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant lui, comme je le faisais toujours. Mais au lieu de préparer son café et de sortir ses vitamines, je me suis simplement habillé et je suis parti au travail. Quand il m'a envoyé un message pour me demander si j'avais oublié son déjeuner, j'ai répondu que j'étais en retard. C'était un petit mensonge, mais il me semblait significatif. Je n'avais jamais menti à Nicolas auparavant, pas même pour des choses insignifiantes. C'était la première fissure. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à étudier mon propre comportement comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai réalisé que je mettais l'amour en scène depuis des années non pas parce que je ne le ressentais pas, mais parce que je m'étais convaincu que si je l'aimais assez, il finirait par m'aimer en retour de la même manière. J'attendais un retour sur un investissement que Nicolas ne m'avait jamais demandé de faire, et il me l'avait fait comprendre plus de fois que je ne voulais l'admettre. Il y a eu cette fois où je l'avais surpris avec des billets de concert pour voir son groupe préféré à la halle Tony Garnier, et il s'était plaint que j'aurais dû vérifier son emploi du temps d'abord. Il y a eu ce week-end que j'avais organisé dans un chalet dans les Vosges, où il avait passé la majeure partie du séjour sur son téléphone à parler de sa ligue de football avec son frère. Il y a eu la fête d'anniversaire que j'avais organisée avec ses amis, où il m'avait prise à part pour me dire que j'en faisais trop et que cela mettait les gens mal à l'aise. Chaque souvenir refaisait surface comme un bleu que j'avais oublié jusqu'à ce que j'appuie dessus. Ma meilleure amie, Camille, a remarqué que quelque chose était différent presque immédiatement. Nous étions proches depuis la faculté, et elle me connaissait mieux que la plupart des gens. Lors d'un déjeuner, un après-midi, elle m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que j'étais juste fatigué. Elle ne m'a pas cru, mais elle n'a pas insisté non plus. C'était l'une des choses que j'aimais chez Camille, elle me laissait l'espace nécessaire pour comprendre les choses selon mes propres termes, tout en précisant qu'elle était là quand je serais prête à parler. Nicolas n'a rien remarqué au début. C'était peut-être la réalisation la plus douloureuse de toutes. J'avais passé des années à essayer de le faire se sentir spécial, et quand j'ai arrêté, il n'a même pas vu la différence. L'absence de mon affection lui était invisible parce qu'il n'avait jamais vraiment valorisé sa présence. Il s'attendait toujours à ce que le dîner soit sur la table, ses chemises repassées et la maison propre. Il s'attendait toujours à ce que je l'interroge sur sa journée et que j'écoute ses plaintes concernant ses collègues. Mais il n'a pas remarqué que j'avais arrêté de chercher sa main. Il n'a pas remarqué que j'avais arrêté de dire « je t'aime » la première. Je commençais à me demander combien de temps il lui faudrait pour s'en apercevoir. Une partie de moi espérait qu'il demande. Une partie de moi espérait qu'il me prenne à part un soir et me dise que l'ancienne Julie lui manquait, que la façon dont je le regardais lui manquait. Mais les semaines sont devenues un mois, puis 2, et son aveuglement ne faisait que s'approfondir. Il marchait dans la maison comme un somnambule dans sa propre vie, totalement inconscient que la chaleur s'évacuait lentement de chaque pièce. Je tenais un journal pendant cette période, cela m'aidait à traiter ce que je ressentais sans avoir à le dire à voix haute. Une entrée disait simplement « Je me demande s'il m'a jamais aimé » ou s'il aimait seulement ce que je faisais pour lui. Cette question me hantait plus que n'importe quelle dispute que nous avions eue.
En regardant en arrière, je peux tracer la trajectoire de notre mariage comme une pente descendante sur un graphique. Les premières années étaient pleines de ce genre d'amour que je pensais éternel. Nicolas était charmant quand nous nous sommes rencontrés lors d'un barbecue chez des amis communs il y a 7 ans. Il avait cette confiance aisée, le genre qui donne envie aux gens d'être avec lui. Il riait à mes blagues et posait des questions sur ma vie qui me donnaient l'impression d'être vu. Je suis tombée amoureuse de lui rapidement, et quand il m'a demandé en mariage 2 ans plus tard, j'ai dit oui sans hésitation. Le mariage était intime mais magnifique. Nous l'avons célébré dans un domaine à l'extérieur de la ville, entouré d'amis proches et de la famille. Ma mère a pleuré quand j'ai remonté l'allée. Le père de Nicolas a prononcé un discours disant que j'étais la meilleure chose qui soit arrivée à son fils. J'ai cru à chaque mot. Je croyais que notre amour était spécial, que nous construisions quelque chose de rare et d'incassable. Mais des fissures ont commencé à se former presque immédiatement après la lune de miel. Nicolas n'était pas cruel de manière évidente. Il ne criait pas, ne jetait pas d'objets et ne m'insultait pas. Son abandon était plus subtil que cela. Il se manifestait sous la forme d'anniversaires oubliés et de projets annulés. Cela se voyait dans la façon dont il décrochait quand je parlais, ses yeux dérivant vers son téléphone ou la télévision. Cela se voyait dans les petits soupirs qu'il poussait quand je suggérais de faire quelque chose ensemble, comme si mon désir de connexion était épuisant. J'ai compensé en essayant plus fort. Je pensais que si je pouvais être plus intéressante, plus attentive, plus amusante, il reviendrait vers moi. Je nous ai inscrits à des cours de cuisine. J'ai organisé des soirées dans des restaurants du Vieux-Lyon qu'il voulait essayer. J'ai acheté de la lingerie dans laquelle je me sentais ridicule, espérant rallumer une étincelle. Chaque effort était accueilli au mieux avec une reconnaissance tiède, au pire avec un mépris total. Ma sœur, Béatrice, m'avait prévenu très tôt. Elle n'a jamais aimé Nicolas, bien qu'elle ait essayé de garder ses opinions pour elle. Mais lors d'un repas de Noël, après que Nicolas eut passé tout le dîner à parler de lui-même sans poser une seule question à qui que ce soit d'autre, Béatrice m'a attiré dans la cuisine et m'a demandé de but en blanc si j'étais heureuse. Je lui ai dit que l'était. J'ai menti. J'étais déjà tellement ancré dans le schéma de sa défense que le mensonge venait plus facilement que la vérité. Notre mariage est devenu une performance. Je jouais le rôle de l'épouse aimante, et Nicolas jouait le rôle de l'homme qui se laissait aimer. Il y avait un déséquilibre que je pouvais ressentir mais que je ne pouvais pas nommer. Je donnais, donnais et donnais, et il prenait, prenait et prenait, sans que l'un ou l'autre ne reconnaisse la transaction qui se déroulait sous la surface. Je m'étais convaincu que c'était simplement à cela que ressemblaient les relations à long terme. Je m'étais convaincu que la passion s'estompait et que ce qui comptait, c'était l'engagement. Je suis resté engagé. Je suis resté dévoué. Je suis resté bien après que l'amour soit devenu unilatéral. L'ironie, c'est que Nicolas pensait probablement que notre mariage allait bien. Il ne se plaignait jamais. Il n'en demandait jamais plus. Dans son esprit, tout était exactement comme cela devait être. Il avait une femme qui s'occupait de la maison, se souvenait de ses préférences et ne demandait rien en retour. Pourquoi aurait-il remis cela en question? Pourquoi changerait-il quelque chose qui fonctionnait parfaitement pour lui? Mais cela ne fonctionnait pas pour moi. Je me sentais invisible dans ma propre maison. Je me sentais comme une prestataire de service plutôt que comme une partenaire. Je m'asseyais en face de lui au dîner et je réalisais que je n'avais aucune idée de ce qu'il pensait, de ce qu'il ressentait, de ce qu'il attendait de la vie. Et quand j'essayais de lui poser des questions, il me donnait des réponses vagues ou changeait de sujet. C'était comme si l'intimité était une langue étrangère qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre. Mon travail est devenu mon refuge. Au travail, j'étais compétente et respectée. Mes collègues appréciaient mes contributions. Mon patron me confiait des projets importants. Il y avait dans la vie professionnelle une clarté qui manquait à mon mariage. Les attentes étaient formulées. Les retours étaient donnés. Le succès était mesurable. À la maison, je devais constamment deviner ce que Nicolas voulait, essayer d'anticiper ses humeurs, m'ajuster pour entrer dans n'importe quel moule qui lui plairait le plus. L'incident de l'anniversaire n'a pas été le début de la fin, c'était simplement le moment où je me suis enfin autorisé à voir ce qui était vrai depuis des années. Nicolas ne valorisait pas mon amour, il le tolérait. Et quand il devenait trop visible, trop démonstratif, trop présent, il me le disait directement. Il l'a qualifié de gênant. Il m'a traité de pathétique. Et quelque chose en moi s'est brisé d'une manière irréparable.
Je n'ai pas pris de décision dramatique ce soir-là. Je n'ai pas fait de valise ni demandé le divorce. J'ai simplement décidé d'arrêter. J'ai arrêté de planifier. J'ai arrêté d'espérer. J'ai arrêté d'essayer d'être l'épouse que je pensais qu'il voulait, et j'ai attendu. J'ai attendu de voir s'il remarquerait le silence là où mon amour se trouvait autrefois. Les semaines qui ont suivi ont été une expérience. J'ai traité notre mariage comme une hypothèse que je testais. Si je retirais la variable de mes efforts, que resterait-il? La réponse, je le craignais, était « rien ». La maison est devenue plus froide sans mes gestes. Je ne veux pas dire cela littéralement, bien que l'hiver cette année-là ait été assez rude. Je veux dire que la température émotionnelle de notre foyer a chuté régulièrement, degré par degré, jusqu'à ce que j'ai l'impression que nous étions deux étrangers partageant un espace plutôt que deux personnes partageant une vie. J'ai arrêté d'allumer des bougies. J'ai arrêté de mettre des fleurs fraîches sur la table. J'ai arrêté de prendre des nouvelles de sa journée avant qu'il ne demande pour la mienne, ce qui signifiait que nous mangions souvent en silence car il ne pensait jamais à poser la question. La confusion de Nicolas s'est installée lentement. Au début, il a semblé soulagé. La pression de mes attentes, qu'il avait apparemment toujours ressentie sans jamais la nommer, avait disparu. Il pouvait rentrer à la maison et disparaître au salon pour jouer à des jeux vidéo sans se sentir coupable de m'ignorer. Il pouvait faire défiler son téléphone pendant le dîner sans que mes yeux ne quémandent une conversation. Il semblait presque plus léger durant ces premières semaines, comme si un fardeau avait été levé. But ensuite, la légèreté s'est transformée en autre chose. Il a commencé à rester plus souvent dans les pièces communes, s'attardant dans la cuisine pendant que je cuisinais, rôdant près de la porte pendant que je lisais. Il commençait à dire quelque chose puis s'arrêtait, comme si les mots étaient bloqués. Je le regardais lutter avec cette nouvelle dynamique, incapable de nommer ce qui manquait mais sentant clairement son absence. L'ironie ne m'échappait pas. Il avait passé des années à fuir mon attention, et maintenant que je l'avais retiré, il ne savait plus quoi faire de l'espace laissé vide. Un soir, environ 6 semaines après l'incident de l'anniversaire, il m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que ça allait. Il a insisté un peu, demandant si quelque chose me tracassait. J'ai répondu « non ». Il s'est tenu dans le salon, me regardant comme si j'étais un puzzle qu'il ne parvenait pas à résoudre. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais essayé de lui parler de ce que je ressentais, toutes les fois où il m'avait éconduite ou avait changé de sujet et la sympathie s'est évaporée. Mon silence n'était pas une vengeance, c'était une protection. J'avais passé des années à me donner corps et âme à ce mariage et je n'avais plus rien à offrir. Me retirer était la seule façon que je connaissais pour survivre. Je n'essayais pas de punir Nicolas. J'essayais de découvrir si quelque chose de notre relation pouvait exister sans mon effort constant. Et chaque jour, la réponse devenait plus claire, sans moi pour le soutenir, il n'y avait rien. Camille et moi nous sommes retrouvés pour un café un samedi matin sur la place Bellecour. Elle pouvait voir l'épuisement sur mon visage avant même que je n'ouvre la bouche. Je lui ai finalement tout raconté. Je lui ai parlé de l'anniversaire, de l'album photo, de Nicolas me traitant de gênante. Je lui ai parlé de ma décision d'arrêter d'essayer et de sa lente prise de conscience que quelque chose avait changé. Elle a écouté sans m'interrompre, les mains serrées autour de sa tasse, les yeux pleins de compréhension. Quand j'ai eu fini, elle m'a demandé ce que je voulais. C'était une question si simple, mais elle m'a cloué sur place. J'ai réalisé que je ne me l'étais pas posée depuis des années. Toute mon attention avait été focalisée sur ce que Nicolas voulait. Qu'est-ce qui le rendrait heureux? Qu'est-ce qui préserverait la paix? Mes propres désirs avaient été enterrés si profondément que je pouvais à peine me rappeler à quoi il ressemblait. Je lui ai dit que je voulais me sentir à nouveau moi-même. Je voulais me rappeler ce que cela faisait d'être valorisé, d'être vu, d'être aimé sans avoir à supplier pour cela. Je voulais un partenaire qui fasse la moitié du chemin au lieu de m'attendre à la ligne d'arrivée en espérant que je cours toute la course seule. Je voulais arrêter de m'excuser d'avoir des émotions. Je voulais arrêter de m'effacer pour entrer dans la zone de confort de quelqu'un d'autre. Camille a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Elle m'a dit que je méritais tout cela et plus encore. Elle m'a dit qu'elle m'avait vu m'éteindre pendant des années et que cela lui avait brisé le cœur. Elle m'a dit que quoi que je décide de faire, elle me soutiendrait. Avoir quelqu'un dans mon camp a rendu le poids sur mes épaules un peu moins lourd. Ce soir-là, Nicolas a essayé d'initier un moment d'intimité pour la première fois depuis des mois. Je me suis détourné,
prétendant être fatigué. Il n'a pas insisté, mais je pouvais sentir sa confusion émaner de lui dans l'obscurité. Il commençait à réaliser que les règles avaient changé, mais ne comprenait ni pourquoi ni comment. Il subissait les conséquences de sa propre indifférence et n'avait aucun cadre pour les traiter. Je suis resté éveillé pendant des heures cette nuit-là, fixant le plafond. J'ai pensé à toutes ces années que j'avais gâchées à essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. J'ai pensé à la femme que j'étais avant que ce mariage ne me vide. J'ai pensé à l'avenir et si Nicolas en faisait partie. La réponse devenait plus claire chaque jour. Mais je n'étais pas encore prête à y faire face. Mon retrait n'était pas passif, c'était une déclaration. C'était moi, posant enfin une limite que j'aurais dû poser il y a des années. C'était ma façon de dire sans les mots que je refusais d'être la seule à maintenir ce mariage en vie. Si Nicolas voulait nous sauver, il allait devoir se manifester. Il allait devoir se battre. Il allait devoir prouver que je valais l'effort que je lui avais toujours consacré. Mais au fond de moi, je savais déjà qu'il ne le ferait pas. Nicolas ne s'était jamais battu pour rien dans sa vie. Il se laissait porter par son charme et le travail des autres. Il prenait toujours le chemin de la moindre résistance, et j'étais enfin fatigué d'être le chemin sur lequel il marchait sans même s'en apercevoir. Le silence dans notre maison devenait plus assourdissant chaque jour. C'était le son d'un mariage qui mourait, un mot non dit à la fois, et j'en avais fini d'essayer de le combler seul. Il a fallu presque 3 mois à Nicolas pour finir par me demander directement ce qui avait changé. Nous étions assis dans le salon un dimanche soir, la télévision murmurant en arrière-plan, quand il a coupé le son et s'est tourné vers moi. Son expression était un mélange de frustration et de confusion, comme un homme qui aurait perdu quelque chose d'important mais ne se rappellerait plus où il l'avait posé. « Julie, qu'est-ce qui t'arrive » a-t-il demandé. « Tu es différente ces derniers temps, distante. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux parler ?» J'ai étudié son visage pendant un long moment. C'était la conversation que j'attendais, l'ouverture que j'avais espérée et qui pourrait mener à quelque chose de réel. Mais même assise là, je pouvais sentir la déception monter dans ma poitrine. Il ne demandait pas parce qu'il était sincèrement inquiet pour moi, il demandait parce que mon changement de comportement perturbait son confort. La différence était subtile mais significative. J'ai réfléchi, ai-je dit prudemment. À nous, à notre mariage. Ses sourcils se sont froncés. Quoi donc ? Tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour de notre anniversaire, ai-je demandé à propos de l'album photo. Il a bougé inconfortablement. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit. Tu m'as dit d'arrêter d'essayer d'être romantique parce que c'était gênant. Tu m'as traité de pathétique. Le visage de Nicolas a laissé passer quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, mais cela a vite disparu. J'avais passé une mauvaise journée. Tu sais que je ne le pensais pas comme ça. Comment le pensais-tu alors, ai-je insisté. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. Je voulais juste dire que tu n'as pas besoin de faire autant d'efforts. Nous sommes mariés depuis des années. Nous n'avons plus besoin de tout ce cirque. C'était là. Le décalage fondamental qui rongeait notre mariage depuis des années, enfin formulé à haute voix. Nicolas croyait que le romantisme était quelque chose que l'on faisait au début, une phase que l'on dépassait une fois l'engagement scellé. Il voyait mes efforts non pas comme des expressions d'amour, mais comme des mises en scène inutiles qui le mettaient mal à l'aise. Il pensait que c'était moi qui avais un problème. Quand est-ce que montrer son amour est devenu quelque chose dont nous n'avions plus besoin, ai-je demandé, la voix ferme malgré le tumulte intérieur. Quand est-ce que se soucier l'un de l'autre est devenu gênant? Ce n'est pas ce que je dis, a-t-il protesté. Alors qu'est-ce que tu dis? Parce que de là où je suis, on dirait que tu considères mon amour comme acquis depuis des années, et que tu as seulement remarqué que quelque chose n'allait pas quand j'ai arrêté de le donner. Nicolas a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Pendant un instant, quelque chose ressemblant à de la compréhension a traversé ses traits, mais ses murs défensifs sont remontés et son expression s'est durcie. Tu dramatises, a-t-il dit. J'ai toujours été là pour toi. Je travaille dur pour subvenir aux besoins de cette famille. Je rentre tous les soirs. Qu'est-ce que tu veux de plus de ma part? Sa réponse cristallisait tout ce que je ressentais. Il croyait sincèrement qu'être présent et gagner un salaire constituait la totalité de ce qu'exigeait le mariage. Le travail émotionnel, la connexion, l'intimité, rien de tout cela n'avait d'importance pour lui. Il pensait remplir ses obligations par sa simple existence dans le même espace que moi. Je veux un partenaire, ai-je dit doucement.
Je veux quelqu'un qui veut me connaître, qui me pose des questions et écoute les réponses, qui planifie des choses pour nous parfois au lieu d'attendre que je fasse tout le travail. Je veux avoir l'impression de compter pour toi au-delà de ce que je peux faire pour toi. Mais tu comptes pour moi, a-t-il insisté, mais les mots sonnaient creux, comme des lignes récitées d'un script auquel il ne croyait pas. Ah bon, ai-je demandé. Parce que je ne me souviens pas de la dernière fois où tu as fait quelque chose pour moi juste parce que tu voulais me rendre heureuse. Je ne me souviens pas de la dernière fois où tu m'as interrogé sur mes sentiments, mes rêves ou mes peurs. Je me suis investi corps et âme dans ce mariage pendant des années, Nicolas, et tu es resté là, les mains dans les poches, à me regarder porter tout le fardeau seul. Il m'a regardé, véritablement stupéfait. J'ai réalisé à ce moment-là qu'il n'avait jamais envisagé notre relation de mon point de vue. Il avait été tellement concentré sur sa propre expérience de notre mariage que ma vie intérieure lui était totalement invisible. Je n'étais pas une personne avec des besoins et des désirs, j'étais un élément fixe de sa vie, comme les meubles ou les appareils électroménagers, quelque chose qui était simplement là, remplissant sa fonction, ne nécessitant ni entretien ni attention. Je ne savais pas que tu ressentais cela, a-t-il fini par dire. C'est parce que tu n'as jamais demandé, ai-je répondu. Et quand j'ai essayé de te le dire, tu n'écoutais pas, le silence qui a suivi était lourd de années de ressentiments accumulés et d'occasions manquées. Je pouvais voir Nicolas lutter pour traiter ce que je venais de dire, essayant de l'insérer dans sa vision du monde où il était un bon mari et où j'étais celle qui se montrait déraisonnable. Mais la dissonance cognitive était trop forte. Quelque chose dans son expression a commencé à se fissurer. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse » a-t-il demandé. Et pour la première fois, j'ai perçu une note de peur réelle dans sa voix. Il commençait à comprendre que cette conversation n'était pas une petite doléance, il s'agissait des fondations mêmes de notre relation, et elle s'effondrait sous ses pieds. La vérité a fait surface lentement au cours des semaines suivantes, émergeant comme quelque chose de sombre et de lourd du fond d'un lac. Nicolas a fait quelques tentatives timides de ce qu'il pensait être du romantisme. Il a rapporté des fleurs une fois le genre générique du supermarché, encore emballé dans du plastique. Il a suggéré que nous sortions dîner, puis a passé la majeure partie du repas sur son téléphone. Il me disait qu'il m'aimait plus fréquemment, mais les mots semblaient jouer, comme s'il cochait une case plutôt que d'exprimer une émotion sincère. J'observais ses efforts avec un mélange de tristesse et de clarté. Nicolas n'essayait pas de renouer avec moi, il essayait de restaurer le statu quo. Il voulait que les choses redeviennent comme avant, quand je faisais tout le travail émotionnel et qu'il en récoltait les bénéfices sans rien apporter. Ses gestes ne visaient pas à me faire sentir aimé, il visait à se rassurer lui-même en se disant qu'il avait fait sa part pour que je recommence à prendre soin de lui. Cette prise de conscience fut douloureuse mais libératrice. Nicolas ne regrettait pas ma personne, il regrettait le confort d'être aimé sans effort. Il regrettait d'avoir quelqu'un pour gérer ses besoins émotionnels pendant qu'il ne contribuait en rien. Il regrettait la commodité de mon dévouement, pas l'expérience de ma présence. J'avais passé des années à lui donner tout ce que j'avais, et il avait passé ces mêmes années à le considérer comme un dû, sans jamais se demander si l'arrangement était équitable. J'ai commencé à voir toute notre relation avec un regard neuf. Chaque souvenir que j'avais chéri portait désormais l'ombre de cette nouvelle compréhension. Les fiançailles, que j'avais toujours gardées en mémoire comme romantiques, se révélaient maintenant comme le strict minimum fait par Nicolas parce qu'il savait que je dirais oui de toute façon. Notre mariage, que je pensais être un partenariat, n'était en fait que moi planifiant tout pendant qu'il se contentait de se présenter. Nos années de mariage, que je croyais vouées à construire quelque chose de significatif, n'étaient en fait que moi construisant une vie qui tournait entièrement autour de ses besoins. Ma sœur Béatrice est venue me rendre visite vers cette période. Elle a jeté un seul coup d'œil à mon visage et a su que quelque chose n'allait pas. Autour d'un thé à la table de ma cuisine, je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de l'anniversaire, de la réaction de Nicolas, de ma décision d'arrêter d'essayer, et des tentatives creuses de réconciliation qui avaient suivi. Elle a écouté sans juger, son expression devenant plus inquiète à chaque révélation. « J'ai essayé de te prévenir » a-t-elle dit doucement quand j'ai eu fini. « Il y a des années, mais tu n'étais pas prête à l'entendre. »« Je sais » ai-je admis. Je pensais que je pouvais l'aimer au point qu'il devienne un meilleur partenaire. Je pensais que si je donnais assez, il finirait par donner en retour. Béatrice a secoué la tête. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer par amour. Ils doivent le vouloir eux-mêmes. Et d'après ce que tu me dis, Nicolas ne veut pas changer. Il veut que tu recommences à prétendre que tout va bien. Elle avait raison.
Chaque interaction avec Nicolas le confirmait. Il n'était pas intéressé par la compréhension de mon point de vue ou l'examen de son propre comportement, il était intéressé par la disparition de ses sentiments inconfortables. Quand je n'ai pas immédiatement répondu à ses fleurs et à ses invitations au restaurant avec gratitude et un dévouement renouvelé, et s'est frustré. Il a commencé à faire des commentaires passifs-agressifs sur le fait que rien de ce qu'il faisait n'était jamais assez bien. Il se posait en victime le mari plein de bonnes intentions dont la femme difficile refusait d'être satisfaite. Un soir, il m'a accusé d'avoir une liaison. L'accusation est tombée de nulle part, lancée à travers le salon comme une arme. Il a exigé de savoir avec qui je parlais, pourquoi j'étais toujours sur mon téléphone, ce que je lui cachais. L'ironie était presque insupportable. Il avait passé des années à m'ignorer, et maintenant que je m'étais éloigné, il supposait qu'un autre homme devait en être responsable. Il n'y a personne d'autre, lui ai-je dit d'une voix monocorde. Il n'y a que moi, réalisant enfin que je suis seul dans ce mariage depuis longtemps. Il ne m'a pas cru ou peut-être qu'il m'a cru mais ne pouvait simplement pas accepter ce que cela signifiait. Quoi qu'il en soit, l'accusation révélait quelque chose d'important sur la façon dont Nicolas percevait notre relation. Il ne pouvait pas concevoir un monde où je pourrais le quitter pour mes propres raisons. Il ne pouvait pas imaginer que son comportement puisse avoir des conséquences. Dans son esprit, j'étais à lui une possession qui dysfonctionnait, pas une personne qui avait été poussée au-delà de ses limites. J'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis. Nicolas a protesté au début, puis s'est tu, puis a arrêté de faire des commentaires. La distance physique entre nous est devenue une métaphore de tout le reste. Nous nous croisions dans le couloir comme des étrangers. Nous prenions nos repas dans des pièces séparées. Nous avons arrêté de prétendre qu'il restait quelque chose à sauver. Ma mère a appelé un soir, sentant que quelque chose n'allait pas comme les mères savent le faire. Je lui ai raconté la version abrégée, que Nicolas et moi avions des problèmes, que je n'étais pas sûr que notre mariage allait survivre. Elle est restée silencieuse un long moment, puis a dit quelque chose qui est resté gravé en moi. « Julie, je t'ai vu t'effacer pour cet homme pendant des années, » a-t-elle dit. « Quoi que tu décides, je veux que tu saches que ton bonheur compte. Tu mérites quelqu'un qui te fait te sentir plus grande, pas plus petite. » J'ai pleuré après avoir raccroché non pas parce que j'étais triste, mais parce que j'étais soulagé. Avoir le soutien de ma mère, sa permission de donner la priorité à mon propre bien-être, c'était comme de l'oxygène après des années de noyade. J'avais été tellement concentré sur l'idée d'être une bonne épouse que j'avais oublié de me demander si mon mariage était bon pour moi. La réponse était non. Elle était non depuis très longtemps, et le fait de me l'avouer enfin a balayé la dernière illusion à laquelle je me cramponnais. Nicolas et moi n'allions pas y arriver non pas parce que j'avais abandonné trop facilement, mais parce que j'avais tout donné et qu'il n'avait rien donné. Et il ne restait plus rien entre nous que les débris de ce qui aurait pu être. Le moment où j'ai dit à Nicolas que c'était fini est arrivé un jeudi soir ordinaire. Il n'y a pas eu de dispute dramatique, pas de confrontation explosive. Je suis simplement entré dans le salon où il regardait la télévision et je lui ai dit que je voulais divorcer. Les mots sont sortis plus assurés que je ne l'espérais, comme si je les avais répétés pendant des années. La réaction initiale de Nicolas a été le dédain. Il a en fait ri un rire court, incrédule. « Tu n'es pas sérieuse ?» a-t-il dit, sans même prendre la peine de détourner les yeux de l'écran. « Je suis tout à fait sérieuse », ai-je répondu. « J'ai déjà parlé à un avocat. Je vais loger chez Camille jusqu'à ce que nous réglions la logistique. » Cela a attiré son attention. Il a coupé le son de la télévision et s'est tourné vers moi, son expression passant de l'amusement à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Attends, quoi ? Tu ne peux pas juste. Nous n'en avons même pas parlé correctement. Nous en parlons depuis des mois, ai-je dit. Tu n'écoutais simplement pas. C'est insensé. Tu ne peux pas divorcer parce que je n'ai pas aimé un album photo. » Sa voix montait maintenant, la panique remplaçant le dédain initial. Il n'a jamais été question de l'album photo, ai-je dit doucement. Il s'agissait de années passées à me sentir invisible, des années à m'entendre dire que mes sentiments étaient trop envahissants, que mes besoins étaient gênants, que mon amour était pathétique. Il s'agissait de donner tout ce que j'avais à quelqu'un qui ne pouvait pas prendre la peine de donner quoi que ce soit en retour. Nicolas s'est levé, les mains s'agitant dans tous les sens. J'ai essayé. Je t'ai apporté des fleurs. Je t'ai emmené dîner. Qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? Tu étais censé t'en soucier, ai-je dit. Pas parce que je te le demandais, pas parce que tu avais peur de me perdre,
mais parce que tu voulais réellement me rendre heureuse. Et tu ne l'as jamais fait. Pas une seule fois dans tout notre mariage tu n'as fait quelque chose pour moi uniquement parce que tu voulais me voir sourire. Il a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Je pouvais le voir fouiller dans sa mémoire, essayant de trouver un exemple qui me donnerait tort. Le silence s'est étiré alors qu'il revenait les mains vides. Je peux changer, a-t-il dit finalement, d'une voix plus ténue. Je peux être meilleur. Donne-moi juste une autre chance. Je t'ai donné 6 ans de chance, ai-je répliqué. Je t'ai donné toutes les chances que j'avais, et tu les as toutes utilisées pour me montrer que mes sentiments n'avaient aucune importance pour toi. Je ne suis plus en colère, Nicolas. C'est juste fini. Le désespoir dans ses yeux a presque failli me faire fléchir. Presque. Mais je me suis souvenu de toutes les nuits où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir pendant qu'il ronflait à côté de moi, inconscient. Je me suis souvenu de toutes les occasions spéciales qu'il avait gâchées par son indifférence. Je me suis souvenu à quel point il m'avait fait me sentir petite et sans valeur, comment j'avais passé des années à croire qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi parce que je voulais être aimé. S'il te plaît, a-t-il dit, et le mot sonnait étranger dans sa bouche. Nicolas ne disait jamais, s'il te plaît. Nicolas ne demandait jamais rien car il supposait que tout lui serait dû. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Tu aimes l'idée de moi, l'ai-je corrigé. Tu aimes avoir quelqu'un qui s'occupe de toi, qui gère ta vie, qui te donne de l'importance sans rien exiger en retour. Mais tu ne m'aimes pas. Tu ne me connais même pas, et je ne suis pas sûr que tu aies jamais voulu me connaître. Son visage s'est effondré, mais j'ai continué. Je suis contente que tu apprennes et que tu progresses. J'espère que cela t'aidera dans tes futures relations, mais je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas reconstruire la confiance avec quelqu'un qui a passé des années à m'enseigner que mon amour ne valait rien. Même si tu changes complètement, je me souviendrai toujours de ce que tu m'as fait ressentir. Je me souviendrai toujours du mot gênant sortant de ta bouche. Je me souviendrai toujours de pathétique. Ces blessures ne guérissent pas juste parce que tu t'excuses. Il s'est laissé tomber sur le canapé, le visage pâle. Pour la première fois depuis que je le connaissais, Nicolas semblait véritablement anéanti. L'homme confiant et dédaigneux qui avait qualifié mon amour de gênant avait disparu, remplacé par quelqu'un qui commençait à peine à comprendre ce qu'il avait perdu. C'est vraiment en train d'arriver, a-t-il dit, plus pour lui-même que pour moi. Oui, ai-je confirmé. C'est vrai. J'avais déjà fait mon sac. J'avais déjà organisé mon séjour chez Camille. J'avais pris la décision il y a des semaines, cette conversation n'était que la formalité. J'ai pris ma valise dans le couloir et je me suis dirigé vers la porte. Julie, attends. Je me suis retourné une dernière fois. Nicolas était toujours assis sur le canapé, me regardant avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Il avait l'air perdu. Il avait l'air effrayé. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser que la vie qu'il considérait comme acquise lui glissait entre les doigts. J'espère que tu tireras une leçon de tout ça, ai-je dit. Et je le pensais. Malgré tout, je ne haïssais pas Nicolas. J'avais simplement fini de l'aimer. J'espère que la prochaine femme qui entrera dans ta vie n'aura pas à mendier ton attention comme je l'ai fait. J'espère que tu apprendras à être un partenaire plutôt qu'un passager. Il n'a pas répondu. Il est juste resté assis là à me regarder partir, comme s'il ne pouvait toujours pas croire ce qui se passait. Le trajet vers la maison de Camille fut silencieux. Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais ni soulagée, ni triomphante, ni triste. Je me sentais simplement vide, de la manière dont on se sent vide après avoir enfin déposé quelque chose de lourd que l'on portait depuis trop longtemps. Le poids avait disparu, et il ne restait plus que la douleur aux endroits où il reposait autrefois. Camille m'attendait à la porte. Elle n'a rien dit, elle m'a simplement prise dans ses bras et m'a tenue ainsi pendant un long moment. Quand nous nous sommes enfin séparés, elle m'a fait entrer, m'a préparé un thé et s'est assise avec moi en silence jusqu'à ce que je sois prête à parler. « Comment te sens-tu » a-t-elle fini par demander. J'ai réfléchi un instant. « Libre » ai-je dit. « Je me sens libre. » Et pour la première fois depuis des années, je le pensais vraiment. Les premières semaines après avoir quitté Nicolas furent un étrange mélange de deuil et de libération. Je logeais chez Camille dans sa chambre d'amis, entouré de meubles inconnus et d'articles de toilette empruntés, et pourtant je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Le nœud de tension qui habitait mes épaules depuis si longtemps commençait à se desserrer.
La vigilance constante que j'avais maintenue toujours à surveiller les humeurs de Nicolas, à anticiper ses besoins, à m'adapter à ses préférences, tout cela avait disparu. À sa place se trouvait un calme qui semblait presque sacré. J'ai commencé à me rappeler qui j'étais avant le mariage. J'avais tant oublié. J'avais l'habitude de peindre des aquarelles le dimanche matin. J'avais l'habitude de faire de longues marches au bord de la Saône sans regarder mon téléphone toutes les 5 minutes. J'avais l'habitude de lire des romans pour le plaisir au lieu de simplement faire défiler des fils d'actualité pour avoir quelque chose à raconter à Nicolas. Ces parties de moi-même avaient été rangées dans des cartons dont je n'avais même pas conscience, et maintenant je les déballais un par un. Nicolas appelait constamment durant ces premières semaines. Au début, ses messages étaient colériques, accusateurs. Comment pouvais-je lui faire ça? Comment pouvais-je jeter notre mariage sans lui donner une chance réelle d'arranger les choses? Je n'ai pas répondu. Puis son ton est devenu désespéré, je lui manquais, il ne pouvait pas dormir, il ne savait pas comment fonctionner sans moi. Je n'ai toujours pas répondu. Enfin, il a tenté le marchandage, il ferait n'importe quoi. Il irait en thérapie. Il organiserait des rendez-vous, achèterait des cadeaux, tout ce que je voulais. J'ai éteint mon téléphone. Mon avocate, une femme vive nommée Pascal, que Camille m'avait recommandée, gérait toutes les communications officielles. Elle était efficace et peu sentimentale, exactement ce dont j'avais besoin. Elle m'a dit que Nicolas ne contestait rien, qu'il semblait presque hébété par la situation. Le divorce serait simple. Nous n'avions pas d'enfants et nos biens étaient facilement divisibles. La vie que nous avions construite ensemble, s'est-il avéré, pouvait être désassemblée avec une facilité remarquable. J'ai trouvé un appartement à moi après environ un mois. C'était petit, juste un 2 pièces dans le 3e arrondissement de Lyon, mais c'était le mien. J'ai passé un week-end entier à peindre les murs d'un vert sauge, d'où une couleur que Nicolas avait toujours qualifiée de « trop féminine ». J'ai acheté des plantes pour les rebords de fenêtres, de l'art pour les murs et des livres pour les étagères. J'ai rempli l'espace de choses qui me rendaient heureuse, des choses qui reflétaient qui j'étais réellement plutôt que qui j'avais prétendu être. Mes collègues de travail ont remarqué le changement en moi. Ils disaient que j'avais l'air plus légère, plus présente. Mon patron a commenté que mes performances s'étaient améliorées, que j'étais plus créative et engagée que je ne l'avais été depuis des années. Je n'avais pas réalisé à quel point le mariage consommait mon énergie, à quel point j'avais été épuisé par l'effort constant de le maintenir à flot. Maintenant que je ne me noyais plus, je pouvais enfin nager. Nicolas, pendant ce temps, s'effondrait. J'avais des nouvelles par des amis communs, que je le veuille ou non. Il avait laissé la maison devenir un désastre. Il mangeait des plats à emporter tous les soirs parce qu'il ne savait pas cuisiner. Il s'était présenté chez son frère à 2 heures du matin, ivre et en larmes, disant qu'il avait ruiné sa vie. Une partie de moi ressentait une sombre satisfaction à ces rapports, une plus grande partie se sentait simplement fatiguée. Il a commencé à essayer de me reconquérir sérieusement. Ses efforts étaient presque comiques dans leur désespoir. Il a envoyé des fleurs à mon bureau chaque jour pendant une semaine, jusqu'à ce que je demande à la réceptionniste de refuser ses livraisons. Il m'a écrit de longues lettres détaillant toutes les façons dont il avait changé, toutes les révélations qu'il avait eues, toutes les promesses qu'il était prêt à faire. Il s'est même présenté chez Camille un soir, exigeant de me voir jusqu'à ce qu'elle menace d'appeler la police. L'ironie était dévastatrice. Il faisait maintenant, dans la panique, tout ce que je l'avais supplié de faire pendant des années. Il planifiait des sorties, écrivait des lettres d'amour et faisait de grands gestes romantiques, mais c'était trop tard. Ces gestes sonnaient creux parce qu'ils étaient motivés par la peur de la perte, et non par un amour sincère. Il n'essayait pas de me rendre heureuse, il essayait de récupérer la vie qu'il avait considérée comme acquise. J'observais son agitation à distance et n'y voyais qu'une confirmation supplémentaire. C'était exactement ce que Nicolas avait toujours été, quelqu'un qui n'apprécie les choses que lorsqu'elles lui sont retirées. Il n'avait pas changé, il était simplement devenu désespéré, et le désespoir n'est pas de l'amour. Le divorce fut finalisé par un mardi matin de la fin du printemps. Je me suis assise dans la salle de conférence du tribunal en face de Nicolas, et pour la première fois dans ma vie, je l'ai vraiment regardé. Il avait visiblement vieilli. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux et un teint grisâtre qu'il n'avait pas auparavant. Il avait l'air vaincu, diminué, comme quelqu'un qui avait finalement été forcé de faire face à des conséquences qu'il ne croyait jamais voir arriver. Quand nous avons signé les documents finaux, sa main tremblait. Il a levé les yeux vers moi, le regard rougi et suppliant, mais j'ai gardé une expression neutre. Il n'y avait plus rien à dire. La paperasse fut traitée.
Les signatures furent authentifiées. Et juste comme ça, notre mariage était terminé, 6 ans réduits à une pile de documents et au tampon d'un juge. À la sortie du tribunal, Nicolas m'a rattrapé. Il avait l'air presque pathétique, debout sur les marches, son costume froissé, la posture affaissée. Il a demandé si nous pouvions parler juste quelques minutes. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Nous avons marché jusqu'à un banc dans le petit parc en face et nous sommes restés assis en silence un instant. Puis Nicolas a pris la parole. « Je vais en thérapie », a-t-il dit, 3 fois par semaine. J'essaie de comprendre pourquoi j'étais comme ça. J'ai hoché la tête mais n'ai rien dit. Ma thérapeute dit que j'ai un attachement évitant, que j'ai été conditionné dès l'enfance à voir l'intimité émotionnelle comme une menace, que je repoussais quiconque s'approchait trop près parce que la vulnérabilité me faisait peur. Il a fait une pause. Je ne dis pas ça pour me trouver une excuse. J'essaie juste d'expliquer. Je suis contente que tu reçoives de l'aide, ai-je dit, et je le pensais. J'aurais juste aimé faire ça plus tôt, a-t-il continué. J'aurais aimé t'écouter quand tu essayais de me dire que quelque chose n'allait pas. J'étais tellement convaincu d'être celui qui était raisonnable, que tu étais celle qui était exigeante ou dramatique. Je ne voyais pas à quel point je te faisais du mal parce que je ne voulais pas regarder. Non, ai-je acquiescé, tu ne voulais pas, il s'est tourné vers moi et j'ai vu une douleur sincère dans son expression. Est-ce qu'il y a une chance, une possibilité quelconque, qu'un jour, après que j'aurai travaillé sur moi-même, nous puissions réessayer? Je savais que cette question viendrait. J'avais préparé ma réponse bien avant ce moment. Non, Nicolas, il n'y en a pas, son visage s'est effondré, mais j'ai continué. Je suis contente que tu apprennes et que tu progresses. J'espère que cela t'aidera dans tes futures relations, mais je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas reconstruire la confiance avec quelqu'un qui a passé des années à m'enseigner que mon amour ne valait rien. Même si tu changes complètement, je me souviendrai toujours de ce que tu m'as fait ressentir. Je me souviendrai toujours du mot gênant sortant de ta bouche. Je me souviendrai toujours de pathétique. Ces blessures ne guérissent pas juste parce que tu t'excuses. Il pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Je suis tellement désolé, Julie. Je suis tellement incroyablement désolé. Je sais, ai-je dit. Je te crois. Mais le pardon n'efface pas les dégâts. Il ne fait que les reconnaître. Nous sommes restés là encore quelques minutes, 2 personnes à la fin de quelque chose qui aurait dû être beau mais qui ne l'était pas. Puis je me suis levé, je lui ai souhaité bonne chance et je suis parti. Je ne me suis pas retourné. Il n'y avait rien derrière moi que j'ai besoin de voir. Regarder les tentatives trop tardives de Nicolas en matière de romantisme avait confirmé tout ce que j'avais fini par comprendre. L'amour réclamé après avoir déjà perdu quelqu'un n'est pas de l'amour du tout. C'est de la panique. C'est de l'égoïsme déguisé en geste romantique. Le véritable amour se manifeste de manière constante, pas seulement quand son absence menace votre confort. Nicolas ne m'avait jamais aimé de cette façon, et ses efforts tardifs ne faisaient que souligner à quel point il m'avait peu vu pendant tout ce temps. L'homme assis sur ce banc de parc n'était plus mon affaire. Mon affaire était la femme qui s'éloignait de lui, enfin libre et enfin entière. Les mois qui ont suivi le divorce furent une révélation. J'avais passé tellement de temps à me définir à travers mon mariage, à travers mon rôle de femme de Nicolas, que j'avais oublié que je pouvais exister indépendamment. Maintenant, je me redécouvrais, et j'étais surprise par ce que je trouvais. J'étais plus forte que dans mes souvenirs, plus résiliente, plus capable de joie. J'ai commencé à faire toutes les choses dont Nicolas s'était plaint ou qu'il avait méprisé. J'ai pris un cours de poterie le mardi soir. J'ai rejoint un club de lecture qui se réunissait dans un café de la presqu'île. Je me suis inscrite à un groupe de randonnée le week-end et j'ai passé mes samedis matins à parcourir des sentiers que je n'avais jamais explorés. Chaque activité était un petit acte de réclamation, une façon de me dire que mes intérêts comptaient, que mes désirs étaient valables, que mon bonheur valait la peine d'être poursuivi. Camille a organisé une fête pour mon divorce chez elle. Elle a appelé cela ma « renaissance ». Il y avait du gâteau, du champagne et un petit groupe d'amis proches qui m'avaient vu lutter tout au long du mariage et qui étaient ravis de me voir émerger. Ma sœur Béatrice est venue de Grenoble pour être présente. Ma mère a envoyé des fleurs avec une carte disant simplement « Je suis fière de toi ». Je n'ai pas eu de rendez-vous galant la première année. Je n'étais pas prête, et je le savais. J'avais besoin de savoir qui j'étais en dehors d'une relation avant de pouvoir apporter quelque chose de sain à une nouvelle. Mais peu à peu,
j'ai commencé à imaginer ce qu'un véritable partenariat pourrait être, un partenariat fondé sur le respect mutuel et un intérêt sincère, un partenariat où les deux personnes s'impliquent de manière constante, et pas seulement quand elles en ont envie. Finalement, j'ai rencontré quelqu'un. Son nom était Thomas, et il était bibliothécaire à la bibliothèque de la Pardieu, près de mon appartement. Nous avons entamé une conversation un après-midi alors que j'empruntais des livres pour mon club de lecture, et quelque chose dans son attention tranquille a capté mon intérêt. Il me posait des questions et écoutait réellement les réponses. Et se souvenait de petits détails de conversations précédentes. Il me donnait l'impression d'être vu d'une manière que j'avais presque oublié être possible. Nous avons pris notre temps. Je lui ai parlé très tôt de mon divorce, de mes craintes de redevenir invisible. Il a écouté sans juger et n'a fait aucune promesse qu'il n'était pas prêt à tenir. Notre relation semblait différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Elle semblait équilibrée, durable, réelle. Nicolas, d'après ce que j'ai entendu, ne s'en est pas aussi bien sorti. Il a continué sa thérapie mais a lutté pour maintenir les changements qu'il avait faits sous la pression. Sans moi pour gérer sa vie, les choses se sont effondrées. Il a perdu son emploi après des absences répétées et de mauvaises performances. Il a dû vendre la maison car il ne pouvait pas l'assumer seul. Il a emménagé dans un petit appartement et, selon son frère, passait la majeure partie de son temps seul, incapable de construire les liens qu'il n'avait jamais appris à valoriser. Je n'éprouvais aucune joie face à sa souffrance. Mais je ne ressentais aucune culpabilité non plus. La déchéance de Nicolas n'était pas ma responsabilité. C'était la conséquence de années de choix qu'il avait fait des années à considérer comme un de ceux qui auraient dû être précieux. Il avait appris trop tard que l'amour n'était pas quelque chose que l'on recevait passivement, c'était quelque chose que l'on construisait ensemble, brique par brique, avec intention et soin. Et il avait refusé de construire pendant si longtemps que, lorsque la structure s'est effondrée, il ne restait rien à sauver. Quitter mon mariage n'a pas détruit le romantisme dans ma vie, cela me l'a rendu. Pendant des années, j'avais déversé mon amour dans un vide, essayant de remplir quelque chose qui refusait de rien retenir. Maintenant, je comprenais que la personne la plus importante à aimer était moi-même, que la valeur personnelle n'était pas quelque chose que l'on gagnait en étant assez bien pour quelqu'un d'autre. C'était quelque chose que l'on revendiquait simplement parce que l'on existait. Je repense maintenant à la femme qui se tenait dans cette cuisine, tenant un album photo, s'entendant dire que son amour était gênant, et je souhaiterais pouvoir remonter le temps et la serrer dans mes bras. Je lui dirais qu'elle n'était pas de trop. Elle était exactement assez. Le problème n'a jamais été son amour, le problème était qu'elle l'avait donné à quelqu'un qui ne le méritait pas. Le chemin de Nicolas s'est assombri dans les années qui ont suivi. Incapable de soutenir l'amélioration de soi qu'il avait désespérément entreprise, il a dérivé d'emploi en emploi, de relation en relation, sans jamais rester longtemps, sans jamais apprendre les leçons qui auraient pu le sauver. Sa famille a fini par prendre ses distances, lassée de son incapacité à prendre ses responsabilités. Aux dernières nouvelles, il vivait seul dans une location à la périphérie de la ville, un exemple tragique de ce qui arrive quand on rejette l'amour jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour le récupérer. Le confort qu'il considérait autrefois comme acquis est devenu le confort qu'il ne pourra plus jamais retrouver, et le silence dans sa vie n'était plus paisible. C'était le son de tout ce qu'il avait gaspillé. Quant à moi, j'allume toujours des bougies au dîner. Je planifie toujours des gestes romantiques, je me souviens des anniversaires et je laisse de petits mots dans des endroits inattendus. La différence, c'est que maintenant ces actes d'amour sont appréciés, rendus et chéris pas seulement par quelqu'un qui me voit enfin, mais par la femme que je vois chaque matin dans le miroir. Celle qui a appris que mettre fin à un mariage n'était pas une fin du tout, mais le début de la plus importante histoire d'amour de sa vie, celle où elle s'est choisie elle-même.